Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Benjamin Pollack alias Magic Deal pour betclic.fr et je vais vous présenter une vidéo aujourd'hui de Sit and Go 6 Max qui est un peu une seconde édition par rapport à la précédente et j'ai juste augmenté le buy-in cette fois-ci, celle d'avant était à 5 euros et celle-ci est à 20 euros et c'est pour un peu regarder l'évolution des ranges de play en fonction du buy-in des Sit and Go et voir un peu quel type de joueur on va rencontrer. Et voilà, on va essayer d'analyser ça ensemble et de voir quels sont les styles de play en conséquence les plus adaptés pour ce type de jeu. Donc j'espère qu'on va rencontrer des mains intéressantes à commenter. Ici, je viens de recevoir As-Roi et deux grosses blindes, j'ai Awesome Guy, qui est un joueur avec qui j'ai pas mal joué, qui est plutôt solide, ouais, c'est un joueur solide qui va jouer straightforward et qui va pas faire le foufou et qui est un joueur plutôt sérieux par rapport à l'ensemble des joueurs que j'ai rencontrés sur ce genre de format de jeu. Donc clairement, je pense que sa range de défense de grosse blinde, elle est plutôt forte. Je pense déjà toutes les pocket pairs, beaucoup de Broadway, des suited connecteurs. Je pense qu'il va les défendre en début de stand go, mais c'est clairement pas des rois 8 off comme j'ai pu voir ou chez des défenses de blind chez d'autres joueurs. Donc je pense que le c-bet sur ce type de board est quand même obvious avec hauteur max. Il y a beaucoup de mains qui misent, donc j'ai pas envie de lui laisser de les quitter pour tous ces valets 10 suited, ces 9 et 10 suited, ces rois valets suited. On est content de prendre le pot tout de suite, même si c'est un pot qui va pas changer vraiment la physionomie du stand go. Et c'est vrai que c'est important. C'est qu'on a tendance à avoir le sentiment d'avoir gagné un coup, ici par exemple, mais j'ai augmenté mon tapis de simplement de 70, qui est clairement insignifiant pour l'ensemble du stand go. Et faut vraiment se concentrer sur les gros coups que l'on va jouer et sur ces changements de stack, sur ces changements de bloc qu'on va avoir sur notre stack initial. Parce que le reste des coups, c'est simplement finalement, c'est des petits coups qui vont permettre de juste donner de l'information sur notre adversaire, sur notre style de jeu. Et la principale information qu'on a envie de donner, c'est un jeu tight, pour que par la suite, tous les jetons que l'on va engager aient un sens et beaucoup plus d'impact aux yeux de nos adversaires. Donc c'est la stratégie que je vous conseille, c'est d'avoir un jeu vraiment tight et après de pouvoir d'exploiter cette image quand les blindes seront vraiment plus élevées. Alors, mis à part ça, voilà, on a des joueurs qui sont quand même assez, pas fantasques, mais qui ont des styles de jeu pas très académiques, comme des Limp, UTG plus 1. Ici, on a la chance de flopper top and bottom. Je check parce que je pense que, j'espère qu'il va quand même pas mal bet de flop s'il touche pas, pour rendre son lip quand même un peu rentable, en l'occurrence c'est check back. Ça peut être des abandons avec beaucoup de mains. Ici, je décide de bet parce qu'il y a beaucoup de gut shots qu'il peut trouver, des As6, des As4, des 8 et 9, 8 et 10 et 9 et 10 qui peuvent me payer au turn. Et là, maintenant, river, il y a deux options. Donc, soit check et laisser et induire un bluff, ou soit value. Je pense qu'il y a beaucoup de miss draw river qui vont bluff. Donc, je préfère check. En l'occurrence, il check back. Je pense que la seule main avec laquelle il check back, ça doit être la deuxième paire au flop. 5 et 2, voilà, 5 et 2 à pique. Donc là, c'est l'unique main avec laquelle il aurait pu check back le flop et call au turn, qui va check back river finalement. Donc on est tombé sur le seul cas où il a la showdown value. Bon. Maintenant que j'ai vu qu'il a limpé 5 et 2 de pique, on va essayer quand même de jouer des coups un peu plus importants. Je vais essayer d'isoler en relançant à 100, histoire de créer un pot un peu plus important pour pouvoir jouer un coup qui a un sens finalement dans le stand go. Parce qu'il faut quand même que les coups joués aient un sens. Voilà. On a joué deux coups, on a augmenté notre tapis de 10%. C'est évidemment mieux que de perdre 10%, mais finalement, ce qu'on appelle l'ICM, c'est-à-dire que mon tapis, en termes d'argent, va pas valoir vraiment énormément plus que celui qui a maintenant 1800 par exemple. Donc faut vraiment penser à ça. Si vous pensez qu'à la fin d'un stand go, vous allez j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai bien joué au début, certes, mais les premiers coups sont pas
primordial. C'est vraiment de la construction d'image et surtout prendre des informations sur les adversaires. Donc je vous invite également donc à prendre beaucoup de notes, à être très observateur et voilà, et à prendre des notes sur les ranges de limp, parce que vous allez rencontrer beaucoup de limp quand même à ce genre de buy-in encore. Donc les ranges de limp de vos adversaires, les ranges de raise, de 3 bêtes et de défense de blind pour essayer d'avoir un jeu optimum en fonction de ça. Donc c'est la clé. C'est la clé, comme dans toute activité, hein, c'est l'observation, c'est la clé de la réussite pour après que vous puissiez prendre des bonnes décisions en conséquence et pas vous fourvoyer sur des misreads. Ouais, bah voilà. Pour commenter ce coup, Awesome Guy il a payé un coup pré-flop en position. Clairement, comme je vous l'ai dit, ça range TDD pocket. Et donc du coup, ça range de value raise river. Enfin, c'était des pockets ou des bons SI. Donc ça range de value river, c'était clairement top 2 as valet face au min bet river de Bartos ou full 6. Donc pas étonné de voir ce showdown. Voilà, du coup, mettre une note sur lui, comme je vous le dis. Même si je le pensais déjà, hein, c'est vrai que je joue essentiellement Sit and Go pour évidemment vous faire des vidéos et vous montrer quelques exemples de play et histoire de vous aider à améliorer votre jeu. Mais voilà, pour vous montrer déjà comment on fait des notes sur le réseau e-poker. Ici, donc j'ai As-Valet UTG plus 1 après un raise de UTG. Je pense que le 3-bet est une meilleure option. On est quand même assez profond et c'est bien isolé. Et au moins, si 4-bet, je pense que j'aurai un fold facile. Et je vais pas laisser l'opportunité de jouer hors de pause contre contre une des personnes au cutoff ou au bouton qui déciderait de payer 120. C'est une main qui est préférable de jouer en position que hors de pause. Donc je trouve un très bon flop. Je pense que ça range de défense. Oula, alors donc, je pense que ici en donkant, c'est une main qui est soit des 8 et 9. Je pense qu'il y a beaucoup de valets dans sa range également, des valets dames, des rois valets. Il y a beaucoup de value, mais en tout cas je suis clairement devant sa range de donk flop et je suis prêt à stack off ici avec cette main. Top pair, top kicker. Donc je décide de min raise histoire d'induce un shove pour déjà tous ces draws et même avec tous ces valets. Voilà, bon. Bad range de value, c'est-à-dire valet et pas très beau kicker, valet 8. Et nous gagnons ce pot qui clairement du coup nous donne un très beau avantage pour le stand go. Donc ça c'est clairement des coups qui sont évidemment importants, qui changent la physionomie de la partie et qui clairement augmente la valeur financière de votre stack pour le stand go. Donc c'est vraiment ce genre de situation qu'on recherche. Là, Awesome Guy, sa défense de blind est beaucoup trop forte pour que je puisse de mon côté défendre valet 4. Et encore une fois, de fold ici, ça va nous permettre de montrer une image assez solide et de renforcer notre image de défense de blind, même si je pense qu'à ce niveau-là, les adversaires vont peut-être pas le remarquer, mais ça reste un bon style de jeu pour c'est de la rigueur, c'est de la discipline. Après, si vous avez envie d'augmenter de niveau de jeu et de buy-in. Alors ici, voilà, je pense que Awesome Guy, clairement, même s'il a un jeu solide, je pense qu'ici il a profité de la situation de deux limpers qui sont quand même assez loose. Et ici, je pense que j'ai un bon spot de 3 bas de petites blindes. En mettant 400, un peu plus de 400, j'induis clairement le tapis d'Awesome Guy. Il va rarement payer. Je pense que il est obligé d'engager ses jetons ou de passer. Et évidemment, j'ai envie de profiter de l'avantage de chip leader. On va décider de passer. Je pense que le raise également aurait été bon. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû raise ici. Face à un joueur qui va souvent défendre. Mais les commentaires que je suis en train de vous faire, en fait, je les fais en différé parce que je l'avais commenté sur le tas
Et le jour où j'ai réalisé ce stand go, j'étais un peu fatigué, j'étais pas content des commentaires, de ce que je vous ai raconté, donc j'ai préféré vous donner un peu plus de qualité en termes d'analyse, et c'est pour ça que je le fais en différé, donc histoire également de voir les petites erreurs que j'ai pu commettre. Ici donc j'ai check back et j'ai défendu deuxième paire au turn avec gutshot. Je trouve gutshot river. Je pense, vu la taille du bet river, j'aurais pu raise en value. Voilà. Il s'avère qu'il avait deux paires, 10. J'aurais pu raise en value, surtout contre ces deux joueurs. Ouais, il est pas content d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'avais joué plutôt mécaniquement ce stand go, je l'avais joué un peu de manière standard. Mais voilà, bon. De toute façon, le jeu tight n'est jamais un jeu dans lequel vous allez vraiment perdre de l'argent, surtout en modèle sit and go. Donc c'est le meilleur moyen d'une part de commencer, c'est le meilleur moyen pour build et construire une bankroll. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est dans ce modèle-là que j'ai commencé il y a 5 ans à construire une bankroll online, où je faisais beaucoup de sit and go, un peu plus cher, et c'était sur un site .com à l'époque. C'était avant la régulation des jeux en ligne en France, et j'avais de très bons résultats. Je jouais en sit and go 100$ et plus, et pour les connaisseurs des sites alors attends, ici j'ai passé As-3, qui est un pass assez tight. Je pense que le call est bon aussi, surtout que j'ai beaucoup de stacks. Mais voilà, j'avais préféré le jouer tight et vous montrer un jeu solide qui est clairement un style de jeu gagnant. Alors, j'ai décidé de raise pré-flop, il vient un flop 4, 6, 9. J'ai décidé de bet un tiers pot pour, je pense, induire Bartos à shove. Et même s'il shove, j'ai la cote pour payer avec 6 outs. Même si je joue un as ou un dame parce qu'il aurait flopé une paire. C'est pas très grave. C'était simplement à peine 10% de notre tapis. Alors les modèles de sit and go que BetClick et que le réseau ePoker propose sont sont plutôt pas mal. Les blindes augmentent de manière c'est assez deep au début, ça permet de profiler un peu les joueurs qui vont essayer de jouer un peu loose. Et non, c'est un beau modèle de sit and go, il y a beaucoup de, je pense, d'argent réalisé et qui permet de développer un jeu plutôt sympa. Donc nous avons Bartos qui vient de gagner un 30-70. Ouais. Donc ça c'est bien joué pré-flop il me semble. Alors je pense que d'ailleurs Bartos ici il a fait une erreur parce que il serait rendu compte que Osanga était un joueur solide. Il aurait pas dû faire tapis pré-flop avec son roi valet. D'une part parce qu'il a aucune folle équité et je pense que le call aurait été bon. Aurait été nettement meilleur de caller voir un flop ou de fold. Même si on n'a que 8 blindes, call 2 blindes, call une blinde supplémentaire pour voir un flop, c'est pas mauvais en stand go parce que finalement de garder 8 blindes devant soi ou 7 blindes pour la main d'après, c'est presque pareil. Oh pardon, j'ai un appel entrant, désolé. Donc je disais que c'est clairement pareil d'avoir 7 ou 8 blindes pour la main d'après. Or, juste en complétant, vous vous donnez l'opportunité de flopper un bon jeu et finalement de doubler les jetons supplémentaires. Donc essayez de pas passer à côté de ces spots. C'est pas une erreur, même si on peut penser que c'est une erreur.
j'étais en train de revoir le coup réalisé. Ouais, je revoyais beaucoup les mains parce que au moment, enfin le jour où j'ai joué, j'étais en train de faire deux trois trucs à côté. Je voyais pas forcément l'action au moment venu. Donc ouais, je disais Kosomga était un joueur solide. Alors de mémoire, c'est un stand go qui a duré assez longtemps. Bon, vous verrez. Hein. Après, ça va dépendre souvent les sit and go peuvent durer entre 20 minutes et 3 quarts d'heure. Ça va dépendre des rencontres, des situations, des joueurs en face. Ils vont jouer vraiment un jeu loose ou plutôt un jeu tight. Ça va dépendre. Mais généralement, dans le genre de sit and go, je pense que si vous travaillez votre jeu, si vous le solidifiez, si vous commencez à mettre des notes sur vos adversaires, je pense que vous pouvez avoir un ROI qui peut arriver jusqu'à 30, 40, voire 50% parce que le niveau est quand même assez faible. Et la structure est plutôt correcte, même voire très bonne. Et alors, on va revenir sur ce coup-là. J'ai relancé pré-flop. SG a décidé de défendre. C'est la première fois qu'il call en position. Je pense qu'il peut avoir une petite pocket. J'ai aucune raison de battre le flop. Il va souvent fold. Et j'ai envie de prendre des jetons. Même si le bet aurait été standard. Je préfère un deuce, un raise. Donc là, j'ai décidé de check twice. Et de call. Et voilà, je pense que j'ai décidé de lead river pour me faire payer par une pocket maintenant. Alors pourquoi j'ai pris ce lead? Parce que clairement il a une pocket et il suffit qu'il paye 580 sur son stack de 1300. Alors que si je 2 barrels ou je c-bet le flop, il va avoir l'impression qu'il va jouer un coup très cher et que son stack va être en danger. Alors que là maintenant, en simplement misant river, il pense avoir l'information et surtout peut-être gagner le coup en engageant que 40% de son tapis. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il est facile d'avoir un très bon ROI dans le genre de sit and go parce que quand je dis ROI, c'est le retour sur investissement. Je pense entre 30 et 50%. Je sais qu'à l'époque, quand je jouais des sit and go beaucoup plus chers que celui-là, je faisais partie des top gagnants en sit and go à l'époque et j'avais un ROI qui était de l'ordre de... Alors, il était de l'ordre de 30% dans les modèles qui n'étaient pas turbo et de l'ordre de 15% dans les modèles turbo. Mais le niveau était quand même beaucoup plus élevé que le niveau que je peux rencontrer sur ePoker. Et c'est pour ça que je vous invite nettement à jouer sur ce réseau-là et bien évidemment à vous créer un compte sur BetClick et à construire une bankroll dessus parce que c'est clairement c'est clairement un spot où vous allez pouvoir faire de l'argent et augmenter votre bankroll. Donc ce que je vous disais, c'est que si vous arrivez à avoir un ROI disons 30%, alors là j'avais simplement open shove sur les deux personnes en blind qui avaient moins de 10 blindes. Il se trouve que la gros blind avec As-Valet, bon c'est totalement standard, pas très grave. Donc je disais que si vous avez un ROI de 30% et que vous effectuez des sit and go par exemple à 20 euros, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez disputer un sit and go à 20 euros, sur long terme vous allez en gagner 7. Entre 6 et 7. Et si vous arrivez à en jouer deux simultanément, par exemple, c'est pas énorme, faut en jouer plus, mais ça veut dire que vous pouvez gagner à peu près 15 euros par demi-heure, sachant que le stand go va durer entre 20 et 40 minutes. Donc c'est à peu près le taux à la demi-heure vous serez capable de faire. C'est-à-dire, si vous faites du 15 euros à la demi-heure, ça vous donnera du 30 euros par demi-heure, avec un ROI qui est clairement faisable dans ce genre de sit and go, et en ne jouant que 2 tables simultanément. Donc 30 euros de l'heure, c'est quand même très bien payé, surtout que en engageant que 20 euros par sit and go.
Alors, pour revenir au coup précédent, c'était un coup qui s'est joué pré-flop, il me semble. Alors, SG qui relance 3 bébés, UTG, Roi 9, c'est un fold. Surtout que on l'a pas vu encore relancer une seule fois de la partie. Awesome Guy qui décide de call avec As-9, c'est assez standard, les 5 blindes de Bartosz, qui double encore une fois. Donc là on arrive dans un stade de jeu où les stacks vont partir d'un joueur à un autre, donc il faut vraiment faire attention à ces ranges de play. Ici, Awesome Guy a doublé et il décide de relancer 300. Je pense que j'ai un bon spot de 3 bêtes encore une fois parce que je vais engager simplement 25% de son tapis. J'ai induit son tapis intégral en engageant que 800 et j'ai montré un jeu solide. Et c'est important d'attaquer les tapis moyens, surtout que à côté vous avez des tapis qui sont shorts. Et donc du coup ils vont avoir l'impression de faire de bons folds en disant il y a des joueurs qui sont plus short que moi, qui peuvent sauter avant moi, donc je vais pas prendre de risques. Donc même s'il avait As-10 ou As-9, il va avoir peut-être la sensation de faire un bon fold pré-flop. Mais pour en avoir fait dans les sit and go, des sit and go sur les pokers, c'est vrai que c'est rare, de se retrouver encore à 5 left à 80-160. C'est pour ça que là vous allez avoir l'impression que les joueurs sont un peu short. Mais généralement, à ce niveau de blind, on est souvent... alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai du 2 contre 1 financièrement. Il me semble que j'ai call, oui. Le tapis de SG. Il me semble que j'ai call. Hein. Vous me faites 2, ouais, évidemment. C'est un flip et je gagne le flip. Lucky me. Normalement, à 80-160, on est maximum 4 ended, voire 3 ended. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que les joueurs sont assez short. Et c'est aussi également parce que j'ai presque l'intégralité des jetons. Donc finalement, chaque sit and go que vous allez rencontrer, vous allez retrouver des situations un peu différentes. Et plus vous allez en jouer, plus vous allez être confortable. Et reconnaître les situations de plus en plus rapidement et être confident. Et être confiant sur les choix que vous allez réaliser. Et je vous invite également à filmer vos sessions et à les retravailler derrière ou même à utiliser des trackers et vous poser des questions dans des coups délicats et à vous poser les bonnes questions à pourquoi j'ai réalisé ce reste, pourquoi j'ai call, pourquoi... Et finalement à y apporter des réponses les plus précises possibles et voilà, et ça va aider clairement à améliorer votre thinking process sur le jeu et vous verrez les résultats venir en conséquence. Alors ici j'ai raise 2 bébés, je me suis fait shove 10 blindes, je pense pas que ce soit un call. J'avais même pas du 2 contre 1 financièrement et ça sert à rien de faire doubler, il faut mieux les laisser short. Donc nous avons ici une situation où nous avons 3 joueurs à 10 blindes. Voilà, donc ce sera souvent des situations de shove, de shove fold, de shove call, pré-flop. Et c'est clairement maintenant une stratégie pré-flop, de range de push, de range de call. Nous avons des folds pas très compliqués pour l'instant. On peut noter que Awesome Guy a fait à shove 2 fois d'affilée.
prendre note. Après, ça se trouve, il y avait deux mains légitimes, hein, mais je pense de toute manière qu'il avait deux mains légitimes parce que c'est un joueur solide. Alors, nous avons un limp ici, alors qu'il n'a que 10 blindes. Ah, c'est marrant parce que je me rappelle de Mark Levin et de ses ranges de limp qui est assez finalement smart. Disons que je m'attendais pas à ça de ce genre de joueur. Et vous verrez qu'il est capable, qu'il limp des mains également très très fortes pour trap. Et qu'il a mixé complètement sa range de limp parce qu'au début on l'a vu limp 5 et 2 de pique. Alors que par la suite, quand les bonnes étaient élevées, vous verrez qu'il a limp des mains beaucoup plus strong que celle-ci. Alors, nous avons un min-raise de chez Bartos au bouton, et je pense que c'est évidemment un fold de ma part. Ici, c'est clairement le type de joueur qui va min-raise avec une grosse main, alors qu'il aurait shove toutes ses mains. On l'a vu shove 8 et 6 de trèfle, donc ici, je pense que c'est une grosse paire, voire de 10 plus, de valet plus, ici, qu'il a juste envie d'être payé, de prendre de la value sur son petit tapis. Bon, j'ai décidé de full 9 et 2, trop faible. J'aurais pu min raise, j'aurais pu raise à 500. Je pense que le meilleur choix était de raise à 500, de mettre 25% du tapis adverse. Mais encore une fois, il m'a fait tapis tout à l'heure avec 10 blindes et ça se trouve sa range de push. Il peut la surévaluer. Et je pense pas que ce soit un joueur des joueurs tight à ce niveau-là. Et il est capable de shove tous ses As X. Roi X en prenant en conséquence que finalement je peux essayer de trap. Donc voilà, j'ai préféré fold et jouer un jeu plutôt solide. Et puis j'ai beaucoup d'avance. Enfin beaucoup d'avance, j'ai que 20 blindes, mais ça finalement je suis à un coup de mes adversaires. Mais c'est ce qui fait toute la différence sur le long terme dans le genre de sit and go. Alors, j'aime pas du tout le call. Le call de some guy, pré-flop. Je pense qu'il a un peu tilté de call avec 8 et 9. Non, vous voyez avec le curseur que j'entoure les Mark Levin, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de vous faire un commentaire dans la première version, évidemment. Shove, 15 blindes, chez Sam au bouton. De mémoire, c'est vrai qu'il a beaucoup accéléré à ce niveau-là, à la bulle, parce que maintenant on est à la bulle, clairement, on est 3 joueurs left alors qu'il n'y a que 2 payés. Et donc c'est un joueur qui joue beaucoup de sit and go et qui accélère, qui a une bonne stratégie, hein, qu'il faut accélérer à ce moment-là, et c'est parce que c'est évidemment maintenant qu'on peut prendre une avance considérable sur l'adversaire. Alors que généralement le heads-up final, il va se jouer souvent assez peu en profondeur dans ce genre de modèle. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre un avantage maintenant, sans trop prendre de risques non plus. Mais et le heads-up final se joue pour 2 buy-in, donc c'est un heads-up qui est important. Et c'est un heads-up malheureusement qui va souvent, comme je vous le disais, qui se joue généralement avec 20 blindes de profondeur maximum. C'est plutôt généralement peut-être 15 blindes. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une très bonne stratégie en 3-handed et de mettre de la pression sur le tapis moyen. Et ce qu'il faut également, c'est de connaître l'évaluation des risques de vos adversaires, s'ils sont capables de blow up, s'ils sont capables de stack off avec des mains moyennes à ce niveau-là du tournoi, enfin du sit and go. Donc là, il relimp une deuxième fois, j'ai décidé de shove, parce que clairement, j'ai une bonne main pré-flop qui a beaucoup d'équité pré-flop, mais qui, voilà, je l'avais vu beaucoup limper, et 4 et 9 off, je
Je pense que sa range de call ici maintenant elle doit être de roi high et il va call trop souvent et j'ai pas envie de, même si c'est la bulle. Étant donné que c'est la bulle, j'aurais dû shove en fait, mais j'ai joué un peu trop tight de mémoire de ce sit and go. Je pense que j'aurais pu shove, il aurait fallu beaucoup de mains en fait. Ici j'aurais dû shove, j'ai raise, ouais bon, c'est presque pareil. Je sais pas si Awesome Guy a une range de push ici assez élevée, ici de call. Je pense que la meilleure stratégie ici, c'est de shove en fait beaucoup pré-flop, je veux dire, hein, pas post-flop. Parce que normalement les ranges de call des adversaires est tellement élevé, c'est le top 10%. Ouais, je pense que c'est le top 10% qui va call pré-flop. 15% allons pour 15%. Donc là, je décide de value ma deuxième paire. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Parce que ça change clairement la physionomie de la partie et mon stack. Et je tombe, j'ai engagé 4 blindes à la river et ça change clairement mon bloc. Et maintenant, ça me donne l'avantage à Awesome Guy qui va en profiter, qui va shove maintenant presque toutes les mains. Donc c'était une erreur, même si j'ai été gourmand sur ce coup. Faut toujours penser, même si quand vous êtes en train de value, faut toujours penser les cas où vous n'êtes pas bon. Quel est le risque que je prends et quel est le stack que je vais avoir si je perds. Et voilà, et essayer de l'évaluer pour le reste de la partie si c'est intéressant ou pas de prendre ce risque-là. Donc roi 2 à carreau qui est une énorme main quand vous avez 9 blindes. Donc j'ai mis mes jetons au milieu. Même si c'est la bulle, faut pas se laisser bouffer maintenant, faut quand même essayer de gagner des tours de survie. C'est comme ça généralement qu'on réfléchit entre Indeed, c'est des tours de survie par rapport à son adversaire. J'en ai un qui est un peu moins que moi, mais si je me laisse bouffer et que mon adversaire Markville double, voilà, alors ici je me rappelais plus que j'avais doublé sur cette main là, il a call avec Dame Valet pré-flop, je pense pas que ce soit un bon call. S'il a deux adversaires qui sont short, il peut clairement rentrer dans l'argent sans, et bon il a décidé de prendre le showdown. Donc les blindes, voilà, comme vous voyez, sont très élevés. Il y a 12 000 de jetons au total. Donc la moyenne en HU sera de 6 000, donc de 15 blindes, comme je vous l'ai dit. J'ai décidé de shove Dame 7, évidemment que c'est un shove. Il trouve Roi 9 qui est également un call de sa part, vu la profondeur. Et je perds sur 40-60. Et donc c'est un stand go quand même qui a duré beaucoup longtemps, c'est très rare d'arriver jusqu'à cette hauteur de blinde. Nous avons un limp de Mark Lervin ici, et je pense que de mémoire c'est maintenant que je me suis aperçu qu'il mixait sa range de limp. J'essaie de check back, et je pense que j'ai fait une erreur sur ce coup là. J'avais complètement sous-estimé comme il l'avait bien montré auparavant. Je pense qu'il a bet le flop, et j'ai raise avec ma gut shots à 1000, juste en 30% de son stack, qui est également 30% du mien, juste pour induire son tapis entier, en engageant que 1000, et il m'a shove. Et on n'avait pas vu ses cartes. Ouais, on n'avait pas vu ses cartes. Ok. Donc je pense que c'est pas bien joué, ou pas utile. Bon, après il aurait pu fold également, et j'aurais gratté son tapis, mais bon, encore une fois, là, je m'en bats. Enfin, j'ai pas sauté, j'ai garde encore 5 blindes devant moi, et 5 blindes quand tout le monde en a 10, finalement, c'est beaucoup, dans le sens où vous avez beaucoup de folie équité sur le stack adverse. Donc faut pas sous-estimer ces 5 blindes, et surtout quand la moyenne est à 10. C'est sûr que quand vous avez 5 blindes et que tout le monde en a 30, la range de call adverse est nettement plus élevée, alors que quand ils en ont que 10,
Ils n'ont pas envie d'amputer 50% de leur stack avec des calls un peu moyens. Donc du coup, vous avez beaucoup de fold equity sur l'adversaire. Il décide de call encore avec Dame 9. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il se met en danger du coup maintenant. Enfin, il se met en danger, non. Et voilà, il retourne short stack avec 8 blindes. Je crois que c'est ici. C'est ici qu'on a vu que Mark Levin limpait des top 5%. Donc évidemment, je passe mon valet 9. Mais il va coller avec 2 dames, c'est ça. Et c'est un 80-20 que, malheureusement, Mark Levin n'aura pas été récompensé sur son style de jeu. Mais il n'est pas encore sorti, voilà, il aura duré une éternité ce Stand Go. J'ai revu l'action. As-Dame, enfin une main depuis le temps. Donc, évidemment, c'est un shove contre 8 et 10. Et il me semble que nous gagnons ce 60-40. Et nous voilà dans l'argent, à hauteur de 4600 jetons. 2 balles de premier de first hand. Un shove de notre adversaire. Évidemment, c'est un call. Encore paire de 2. J'ai notre adversaire qui fait 7 river. Malheureusement pour lui, j'ai fait 7 au flop. Donc là, nous avons un clair avantage en jeton. 6-5 de carreau, c'est un shove. C'est une très bonne main, même s'il décide de call. C'est une main qui floppe beaucoup. L'adversaire n'a que 5 blindes. Roi 4 de cœur, s'il shove, c'est évidemment un call. Il décide de passe. 3 6 de carreau. Je pense que c'est un fold. Hauteur 3 ici. L'adversaire n'a que 1500 de jetons. Il va call toutes ses mains et je suis complètement dominé. Ça sert à rien de le faire doubler, autant le laisser short et attendre un merveilleux As-7 de pique pour call son tapis. Ah, il a flopé un 3 qui tient, donc il redouble à 4000. Donc voilà, comme vous voyez, ça peut jouer très vite, même s'il tombe à 2000, les tapis peuvent vraiment basculer d'une main à l'autre. Dame 4, je pense que c'est un shove, je sais plus si j'ai fait de tapis, je pense que c'est... Non, j'ai passé, j'ai joué tight. Je pense que c'est un shove. Valet 8. Ah, j'ai décidé de limp pour voir un peu la manière dont il va s'adapter, également histoire de diminuer la variance dans le sit and go. Il décide de shove, il s'est pas posé de questions, c'est bien noté pour la suite. Je pense que moi à sa place je me serais méfié d'un limp, surtout que Mark Levin a limp de dame, donc ça aurait pu le laisser dans son esprit ou marquer dans son esprit que fallait se méfier des limps à cette hauteur de blinde. En l'occurrence non. Bon, après il avait peut-être une main légitime pour faire tapis, mais voilà, donc j'avais décidé de essayer de limiter la variance. En l'occurrence ça n'a pas fonctionné. Donc retournons à nos shove or fold, qui est le style de jeu complètement standard à ce niveau de blinde. On ne trouve pas beaucoup de mains pré-flop, hein. On a vraiment des top 10% mais vers le bas. À 7 de trèfle, évidemment, c'est un call. On est très content. Et bien, un as qui fait top pair. Ah voilà, je me rappelle, il fait 3 queen à la river. Il monte clairement avantage. Nous avons maintenant à peine 2 blindes. 10 et 3, trop d'argent au milieu. Il faut mettre l'argent, quoi qu'il arrive, on ne peut pas passer. Trop d'argent, mort.
Et il me semble que nous avons gagné ce coup. Donc passons à 2360. Ce sit and go est interminable, désolé, je pense que vous pouvez quitter parce que c'est plus la partie, hein, la partie vraiment intéressante du sit and go. C'est clairement des ranges de push en faute que vous avez pu rencontrer pendant 1000 fois dans votre carrière de joueur, et quand je dis 1000 fois, c'est rien. Mais voilà, pour revenir un peu à l'ensemble du sit and go, comme je vous disais, c'est un jeu solide. C'est attendre le 3-4 ended pour un peu accélérer, mettre de la pression sur les tapis moyens. Et je vais essayer de vous faire un article, parce que là c'est des vidéos, c'est une seconde édition, mais je vais essayer de vous écrire des articles un peu stratégiques et sur le style de jeu, et évidemment un peu vous redire ce que j'ai pu vous raconter dans les sit and go. Voilà, bon, j'ai perdu le dernier showdown et j'ai fini deuxième. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver encore d'autres situations intéressantes. Et voilà, donc si vous avez des questions en sit and go, ou si vous voulez voilà, améliorer votre style de jeu à certains points et que vous n'êtes pas sûr des réponses aux questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les poster sur la page poker.fr ou même sur le Facebook de BetClick ou même sur ma page Facebook. Vous pouvez venir me contacter directement si bon vous semble. Mais en tout cas, j'essaierai de vous mettre des informations complémentaires sur la Poker School de BetClick. Et voilà, donc je vous souhaite bonne chance sur nos tables. Et à très bientôt. Bye bye, c'était Benjamin Pollack, alias Magic Deal pour BetClick. Ciao, ciao.